Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa News Today. Je suis Sharon Kamara et voici les titres de la semaine. Une année difficile pour l'Égypte. En un an, les recettes du canal de Suez se sont effondrées de 50%. En cause, le conflit israélo-palestinien qui a conduit à une hausse des attaques en mer Rouge. Qui pour remplacer Hassan Nasrallah après l'annonce de la disparition de l'influent chef du Hezbollah? Les spéculations sur le nom de son successeur vont bon train, tandis que la région plonge dans l'inconnu. Et puis nous parlerons du développement des secteurs clés du continent, agriculture, industrie ou encore éducation. Pour les experts, l'intelligence artificielle sera la clé pour atteindre les objectifs dans les années à venir. Des tensions géopolitiques qui ont un lourd impact sur l'économie nationale. En Égypte, les rebelles Houthis ont intensifié leurs attaques contre les navires transitant par le sud de la mer Rouge, les accusant de collaborer avec Israël. Les conséquences sont lourdes pour l'Égypte, qui déclare avoir perdu des milliards de dollars en seulement une année. C'est un véritable coup dur pour l'Égypte. Le nombre de navires transportant le canal de Suez a chuté de 50%, impactant les revenus provenant de cette route commerciale. L'Égypte subit les conséquences d'un conflit entre Israël et le Hamas. Les rebelles Houthis intensifient leurs attaques contre les navires qu'ils considèrent comme liés à l'État hébreu. Les développements actuels sont extrêmement préoccupants et pourraient entraîner une escalade du conflit dans la région, mettant en péril la stabilité. Nous avons déjà enregistré une perte de 50 à 60% des revenus du canal de Suez et au cours des 7 à 8 derniers mois, cela s'est traduit par une perte de plus de 6 milliards de dollars. Le canal de Suez avait rapporté à l'État égyptien plus de 8 milliards de dollars pour l'année fiscale 2022-2023. La région et le monde traversent une période particulièrement difficile. En Égypte, nous avons veillé à adopter une politique équilibrée face à cette instabilité préoccupante. Nous avons averti que si cette situation perdure, elle pourrait avoir de graves conséquences non seulement pour notre région, mais aussi à l'échelle mondiale. Il est essentiel de trouver des solutions durables pour prévenir une escalade des tensions et assurer la stabilité. Depuis le début des tensions, de nombreux armateurs choisissent d'éviter la mer Rouge et le canal de Suez, par où transite habituellement 12 à 15% du trafic mondial. Il était le chef emblématique du Hezbollah depuis 32 ans. Hassan Nasrallah a été tué par une frappe israélienne le vendredi 27 septembre dernier. Malgré le choc de la disparition de son leader, le groupe armé pense déjà à sa succession et plusieurs noms circulent pour prendre la relève. Après 32 ans de règne, Hassan Nasrallah a été tué vendredi par des bombes israéliennes près de Beyrouth. Le Hezbollah a confirmé la mort de son leader samedi. Se pose alors la question de sa succession. Qui, pour succéder à ce Saïd, titre honorifique désignant les descendants du prophète Mahomet. Pour plusieurs observateurs, un nom émerge, celui de Hachem Safieddine, un cousin du défunt chef du mouvement pro-iranien. Hachem Safieddine, âgé de 60 ans, s'est fait remarquer par ses déclarations enflammées lors des funérailles des commandants du parti tués par Israël. Il est devenu au fil des ans le visage du Hezbollah libanais, surtout depuis que Hassan Nasrallah se faisait de plus en plus rare sur la scène publique depuis 2006, année de la guerre entre Israël et le Hezbollah. La plus haute instance du Hezbollah, la Choura, devrait très prochainement élire son dirigeant. Pour être candidat, il faut être membre de la Choura et une personnalité religieuse. En attendant la désignation d'un nouveau chef, c'est l'actuel numéro 2 du mouvement, Naïm Kassem, qui devrait prendre la tête du parti. L'assassinat de Nasrallah, survenu dans un quartier général de commandement, a eu lieu à peine une semaine après l'explosion de centaines de beepers et de radios piégés qui a tué la moitié du conseil de direction du Hezbollah et décimé son haut commandement militaire. L'intelligence artificielle pour garantir le développement de l'agriculture et des différents autres secteurs en Afrique. Les experts sont unanimes. L'intégration des nouvelles technologies sur le continent représente le défi majeur pour les années à venir. Les précisions dans ce sujet de notre correspondant Joël Honoré-Quam.
Au Cameroun, dans la ville de Bouéa, Arissou Fanoui a un travail d'inspection régulier à faire dans son jardin. Les feuilles jaunissent et les tiges de maïs peinent à se développer, mais grâce à son application basée sur une intelligence artificielle, l'ingénieur va réussir à identifier l'origine du problème. Il s'agit principalement d'aider les agriculteurs africains à améliorer leur productivité en les aidant à identifier les problématiques de leur culture dans leurs différentes exploitations. Il leur donne également des conseils sur ce qu'il faut faire pour améliorer leur rendement et maximiser la production de leur exploitation et de leur culture. Pour répondre aux défis d'accès à l'intelligence artificielle dans les zones reculées du continent, les experts africains et du monde se sont retrouvés aux Émirats arabes unis pour l'International Government Communication Forum. Lorsque vous travaillez sur le développement des infrastructures d'intelligence, vous prenez en compte le réseau, l'Internet, les appareils et l'électricité. Une fois cette infrastructure mise en place, on peut se dire qu'il est possible d'adapter certains outils et applications d'intelligence artificielle. Mais comment pouvez-vous développer l'IA tout en continuant à travailler en 3G ou 2G? Il faut donc développer l'infrastructure de communication de l'intelligence. Les experts sont unanimes, le grand défi de l'Afrique pour l'intégration de l'IA demeure l'accès aux infrastructures de pointe. Pour utiliser l'IA, il faut disposer d'autres outils et d'ordinateurs. Il faut disposer d'un Internet rapide et d'une langue pour pouvoir traiter avec l'IA. Les Africains sont donc confrontés à ce défi dans les zones rurales. J'espère que les différents gouvernements d'Afrique pourront s'attaquer à ce problème en veillant à ce qu'au moins dans chaque communauté, il y ait un centre où les gens se familiarisent avec l'IA et puissent l'utiliser. La construction d'infrastructures de communication et l'électrification moderne dans les zones reculées en Afrique permettraient le développement de l'accès à Internet selon les professionnels. Une maison de mode sud-africaine qui défile lors de la Fashion Week parisienne. Makossa Africa présente ses dernières créations devant un public parisien connu pour être féru de mode. 14 ans après sa création, la marque affiche ses ambitions de développement à l'international. À l'occasion de la semaine de la mode parisienne, la maison de mode Makossa Africa a tenu un défilé dans une église dans la capitale française. La collection intitulée Ma connaissance Renaissance est la deuxième collection présentée à Paris par la maison. Elle vise à redéfinir la perception de la mode et du luxe africain. Pour créer des pièces uniques au style contemporain, le styliste de la marque imagine des vêtements pouvant être portés par de grandes stars. Je pense à des personnalités publiques comme Michelle Obama, Oprah Winfrey, Alicia Keys, Jay-Z, Beyoncé. Et bien sûr, à d'importants chefs d'État qui veulent sortir en Asie le week-end. Mais je me considère avant tout comme une personne à part entière. Mon meilleur client, c'est moi-même, car je connais mes défis et mes besoins. Et j'essaye également d'être plus polyvalent dans mes créations de vêtements pour que les gens puissent y voir ma personnalité. Avec la nouvelle collection Ma connaissance Renaissance, le styliste a puisé son inspiration dans le mouvement artistique de la Renaissance. Le maquillage s'inspire notamment des couleurs vibrantes et opulentes des bijoux portés par les femmes de cette époque. Les différentes coiffures reflètent l'opulence et la vivacité à travers des couronnes de bijoux et de fleurs. Créée en 2010, la maison Makossa Africa est toujours restée fidèle à son engagement de créer des collections uniques avec les techniques traditionnelles de la culture Xhosa, une grande ethnie de l'Afrique du Sud. Depuis sa création, la marque produit des pièces enracinées dans les traditions de perlage et le symbolisme des couleurs de la garde-robe de cette communauté. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda hebdomadaire avec quelques dates à retenir.
Il aura fallu des années de discussions, de négociations et même de tensions pour que ce projet voie le jour. L'essence de la raffinerie Dangote arrive sur le marché nigérian. Dès le 1er octobre, les automobilistes nigérians pourront s'en procurer dans les stations-service. À noter que c'est la première fois que du pétrole 100% nigérian sera disponible à la pompe dans un pays qui a subi de nombreuses pénuries ces dernières années. Début de la campagne de vaccination contre le Mpox dans la région du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Épicentre de l'épidémie, le pays d'Afrique centrale, qui a été fortement touché, a reçu un peu plus de 265 000 doses de vaccins pour venir à bout de ce nouveau variant. Ouverture du 19e sommet de la francophonie. L'événement prévu en France les 4 et 5 octobre prochains est placé sous le signe de la création, de l'innovation et de l'entrepreneuriat en zone francophone. Le sommet de la francophonie s'ouvrira à la Cité internationale de la langue française à Villiers-Cotterêts, puis se poursuivra à Paris. Après une campagne électorale tendue, les Tunisiens sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. 3 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. Parmi eux, l'ancien président Kais Saied, candidat à sa propre réélection. Il est accusé depuis plusieurs mois par l'opposition de dérive autoritaire. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur Africa News et africanews.com.